Rendez-vous les 16 et 17 novembre 2024 prochains au Théâtre d'Yssingeaux pour le congrès Altistoria. Un congrès 100% dédié à votre histoire locale. Au travers de plusieurs thématiques, tables rondes, conférences, stands littéraires, venez découvrir les différents pans de votre histoire locale. Conflit entre paysans et forestiers au XIXe siècle, la formation fascinante des Suquis-Singelais, l'histoire de milliers de réfugiés qui ont gagné les terres altiligériennes durant les Premières et Secondes Guerres mondiales, les doléances des altiligériens durant la Révolution française, mais aussi l'histoire terrifiante de la baie du Gévaudan au XVIIIe siècle. Pour découvrir ou redécouvrir les émissions Altistoria, suivez-les sur nos ondes les mercredis à 19h, les samedis à 10h, mais également en rediffusion et en podcast sur Spotify, Deezer ou encore Amazon. Laissez-vous compter la Haute-Loire. Bonjour à tous chers auditeurs, bonjour et bienvenue à Altistoria ou plus précisément à la rediffusion du congrès Altistoria, la première édition du congrès qui a eu lieu les 16 et 17 novembre 2024 au Théâtre d'Yssingeaux. Je vous laisse tout de suite avec la deuxième table ronde du congrès qui a eu lieu le samedi 16 novembre à 17h. Celle-ci aborde les réfugiés durant les grandes guerres mondiales. Durant les Premières et Secondes Guerres mondiales, des flux majeurs de population arrivent en Haute-Loire. Mais pourquoi ? Quelles en sont les raisons ? Deux intervenantes ont échangé sur le sujet, Marie-Martine Laulanier de Barba et Florence Roche. Bonne écoute. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette table ronde dédiée aux réfugiés durant les grandes guerres. Quand on parle de grandes guerres, on parle de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. Il y a plusieurs années d'écart entre les deux. Ce sujet nous permet de voir très clairement que notre territoire a été particulièrement une terre d'accueil pour des réfugiés durant les guerres. Et on a avec nous deux intervenantes, avec Erwan, qui vont nous parler de ce sujet. Florence Roche, alors connue parce que voilà, romancière, assez connue maintenant du territoire. Tu es professeure d'histoire et géographie, Florence, adjointe à la communication sociale et à la culture à la municipalité de Saint-Julien-Chapteuil. Tu utilises tes connaissances et tes savoir-faire en matière de recherche historique pour écrire des romans à la fois régionalistes et historiques. Marie-Martine Laulanier de Barba, à ta droite. Marie-Martine, tu écris pour perpétuer la mémoire de nos devanciers, car notre siècle n'a pas tout découvert. Vous avez notamment publié un roman historique intitulé « Les Bouches inutiles » aux éditions Maya, qui raconte l'histoire d'une réfugiée du Pas-de-Calais qui gagne la Haute-Loire durant la Première Guerre mondiale. Alors la particularité de Marie-Martine, c'est qu'elle remet au goût du jour une notion, celle des bouches inutiles, qui passe un peu aux oubliettes dans les programmes d'histoire. C'est pas si connu que ça, et pourtant c'est un phénomène social, démographique important durant la guerre de 14-18 en Haute-Loire. Alors je vais vous exposer le sujet. Comment la Haute-Loire est-elle devenue une terre d'accueil durant les deux guerres mondiales ? On a également Erwan avec nous, qui est fondateur de la Mobile Compagnie, voilà, qui est une compagnie de théâtre locale, qui s'intéresse beaucoup aux archives, qui nous raconte les petites histoires locales. Et Erwan, il accompagne les intervenants pour donner un peu du spectacle vivant avec des lectures d'archives, voilà, sur les sujets abordés. On a derrière nous, Marie-Martine et Florence, une photo d'archives qui donc se situe sur Saint-Julien-Chapteuil, c'est ça Florence ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette photo ? Je te donne un micro, c'est quand même mieux. Qu'est-ce que cette photo représente pour le sujet ? Eh ben, en fait, cette photo, c'est un pêle-mêle qui nous montre Saint-Julien-Chapteuil pendant la Seconde Guerre mondiale, avec notamment une carte d'alimentation pour le rationnement. On voit une famille qui est sur la route, qui évoque les réfugiés venus du nord de la France,
et après 1943 du sud de la France, quand l'armée allemande est descendue et a pris la zone libre. Et on voit sur cette photo-là eh bien, un soldat en déroute, puisque l'armistice a été signé très rapidement en 1940. Et parmi ces soldats en déroute, beaucoup se sont arrêtés à Saint-Julien pendant 6 mois et ont occupé l'école publique et les hôtels, les 5 hôtels de Saint-Julien. Très bien, alors là, on est durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on fait une petite entrée sur le sujet. On va remonter encore dans le temps. Et là, on va arriver en 1914. Marie-Martine est avec nous. Les bouches inutiles, Marie-Martine. Quelles sont-elles et quand arrivent-elles en Haute-Loire? Les bouches inutiles, c'est un terme qui peut sembler cruel, et pourtant c'est un terme officiel, utilisé tout d'abord par l'armée allemande, puis reprise par l'administration française. Au début de la guerre, évidemment, la Belgique a d'abord été envahie, puis le nord de la France. Il n'y avait donc plus d'agriculture, puisque tout était sous les bombardements. La nourriture arrivait par bateau et en quantité insuffisante pour tout le monde. Donc, l'armée allemande, dans son souci d'efficacité, a fait un tri entre les bouches utiles et les bouches inutiles. Nutzenlose Münze, les bouches inutiles en allemand. Et donc, c'est après le ministère de l'Intérieur français qui a repris cette terminologie pour parler de ces gens. Qui étaient-ils? Alors, ça n'était pas des gens riches. Pourquoi? Parce que les riches avaient eu les moyens de fuir. Certains enfants avaient été pris en charge par des associations d'instituteurs qui en avaient fait évacuer un certain nombre vers la Bretagne. Mais il restait tous les autres. Il restait les enfants qui n'avaient pas pu partir, il restait les femmes et les vieillards, qui donc étaient ces fameuses bouches inutiles. Et en fait, l'armée allemande, dans un premier temps, les a évacués. Alors le départ se faisait dans des wagons à bestiaux qui remontaient par l'Allemagne pour arriver en Suisse. Pourquoi pas directement en France? Eh bien, tout bonnement parce qu'un certain nombre de voies ferrées étaient inutilisables. On a donc évacué tous ces gens. Il y a eu un système administratif très développé, je trouve, pour l'époque, puisqu'en amont, le ministère de l'Intérieur a demandé à tous les préfets de France de répertorier commune par commune les logements disponibles. D'ailleurs, on n'est pas très loin des inventaires de 1906, et il est intéressant de noter que certaines municipalités anticléricales ont systématiquement indiqué comme logements vacants les séminaires et les maisons des béates, pour ce qui nous concerne. Voilà, donc ces mouvements de population ont commencé dès le début de la guerre et se sont poursuivis jusqu'à la fin de la guerre. Donc ils arrivaient en France par Thonon-les-Bains et Annemasse, et de là, ils étaient évacués dans toute la France, dans des destinations... Alors, je pense, contrairement à ce que tu nous expliqueras tout à l'heure, ils n'ont pas choisi leur lieu de destination. Leur lieu de destination leur était imposé par l'administration. Florence, toi, tu t'es penchée sur les réfugiés de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, d'abord, on présente les deux types de réfugiés pendant la guerre, et ensuite, on échangera avec Marie-Martine et Florence sur une comparaison et parfois des similitudes entre les raisons des migrations de ces personnes. Toi, Florence, tu t'es penchée sur la Deuxième Guerre mondiale. Toutes les personnes qui arrivent en Haute-Loire à ce moment-là ont-elles donc les mêmes motifs de déplacement? On se doute bien que non. Qu'est-ce qui change au-delà de l'époque et du contexte mondial de politique? Et c'est quoi la différence entre un réfugié des Bouches inutiles et un réfugié durant la Seconde Guerre? En fait, les réfugiés de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les personnes, les civils, qui fuient l'avancée de l'armée allemande. Donc, ce sont d'abord des Belges qui sont entrés dans la France encore libre au nombre de 2 millions. Ensuite, ce sont des Français du Nord qui ont fui la zone occupée par Hitler. Donc là, ils ont déferlé notamment en très grand nombre dans le Limousin.
et en très grand nombre aussi dans le Massif central, en Auvergne, puisqu'on a été la deuxième région à accueillir le plus de réfugiés. Et en Auvergne, c'est la Haute-Loire qui en a accueilli le plus, à savoir 150 000 au total dans tout notre département. Donc en 1940, ce sont plutôt des réfugiés qui fuient l'occupation, la zone occupée, qui veulent venir vivre en zone libre. On a ensuite la signature de l'armistice et Pétain qui s'installe à Vichy. Et dans son esprit et dans sa fameuse conception de la famille, il pense que les réfugiés doivent repartir au nord, maintenant que la situation est apaisée. Donc il a affrété des trains et il y a de nombreux réfugiés de 1940 qui sont repartis dans la zone occupée par les Allemands. Et malheureusement, pour ceux qui étaient juifs, on a beaucoup de cas qui se sont fait ensuite déportés sur Auschwitz, alors que certains sont restés en Haute-Loire dès 1940 et en fait n'ont pas été déportés, n'ont pas été dénoncés et ont même passé complètement inaperçus. La seconde grosse vague, c'est donc lorsque l'armée allemande décide d'occuper la zone libre. Alors là, on a des Français du Sud qui remontent sur le Massif central, qui reviennent en Haute-Loire, notamment à Saint-Julien-Chapteuil. Et là, ce sont des gens qui sont de Marseille, qui sont de Hyères, qui sont de Béziers, enfin voilà, et qui fuient de Nice aussi, parce que Nice était occupée par les Italiens et les Allemands ont repris Nice aux Italiens. Et là, on a des réfugiés donc du sud de la France et qui, pareillement, viennent en Auvergne chercher de la protection, fuir l'occupant. Et ils ont été orientés vers la Haute-Loire, précisément parce qu'on avait un préfet, M. Bach, et puis ensuite ça a été un autre préfet, peu importe, qui n'était pas très regardant en fait sur l'origine de ces réfugiés, qui les accueillait bien volontiers, qui téléphonait ou qui passait des messages aux différents maires des communes. Et ces derniers s'engageaient à prendre de 500 à 1000 ou à 2000 réfugiés. Et ces réfugiés vivaient en fait chez les habitants. On peut peut-être lire le témoignage, Erwan, si tu veux. D'une jeune femme qui explique justement l'arrivée des réfugiés à Saint-Julien-Chapteuil. Donc, extrait du témoignage de Marguerite Bariol, épouse Reynaud. En ce jour de mai 1940, c'était le 13, je crois, la nouvelle se répand. La mairie est prévenue par la préfecture de l'arrivée en Haute-Loire, venant de Meurthe-et-Moselle, de réfugiés, et notamment sur Saint-Julien de 600 personnes. La question était de savoir où loger rapidement des familles, des enfants. Et il n'était pas question de réunionites. Rapidement, le maire et son adjoint, Louis Boyer, ont fait du porte-à-porte. Qui pouvait ouvrir sa porte, son grenier, à des réfugiés traumatisés par la douleur du partir? Ils ont été nombreux à répondre et Saint-Julien a accueilli plus de 600 personnes au fur et à mesure de l'arrivée des cars. Ce bouillonnement, cette effervescence, ce désordre organisé, je l'ai vécu à la maison avec mes parents, mon père étant le maire. À la maison, le train-train était cassé. Un père toujours par Mons et par Vaux, maman débordée par le travail du commerce, puisqu'il fallait bien le faire tourner, il fallait être partout. Notre maison était grande. 2 familles ont trouvé ce dont elles avaient besoin, dormir et manger à leur faim. Alors, avec la lecture de ce texte et ce que tu viens de dire, ça répond un peu en partie à ma question, mais moi j'aimerais que vous me disiez l'atmosphère. Comment est-ce que ces gens ils sont accueillis? Parce qu'on imagine, voilà, c'est des milliers de personnes qui arrivent comme ça d'un coup dans les villages. Ça désorganise un peu, voilà, il faut s'adapter. Est-ce qu'ils sont bien perçus ces réfugiés ou est-ce qu'on ne les aime pas et qu'on ne les souhaite pas? C'est la différence entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc je te laisserai commencer. En fait, c'est une population qui a été déplacée autoritairement. Et les habitants, surtout en zone rurale, ne sont pas très ouverts, il faut l'avouer. La Haute-Loire, en 1914, est encore donc un département rural qui s'ouvre à peine à l'extérieur. On ne connaît de l'émigration que l'émigration pour les bassins miniers,
voisins de la Loire, ou alors sur les grands chantiers en Saône-et-Loire pour construire les chemins de fer, etc. En Haute-Loire même, à l'époque, il y a très peu d'étrangers, hormis peut-être à Pont-Salomon, où il y a une colonie d'origine germanique, à l'usine de Faux d'Orient-Holzer, parce qu'ils ont une expertise reconnue en matière d'acier. La population rurale donc n'est pas très, très ouverte, je vous l'ai dit. Moi, j'y vois plusieurs raisons. La première, déjà, c'est le patriotisme, aussi curieux que ça puisse paraître. Pourquoi ? Parce que en Haute-Loire, on a eu à cette époque 43 000 soldats mobilisés. Mobilisés pourquoi ? Pour récupérer l'Alsace, la Lorraine, pour défendre les territoires occupés. Donc tous ces jeunes qui quittent leur terre, leur famille, pour aller défendre ces gens qui en fait ont fui ces régions-là, ça passe un petit peu mal auprès des populations rurales. Après, il y a la crainte de l'étranger. On ne sait pas qui sont ces gens. On se méfie. Ça, c'est surtout à la campagne, bien évidemment. Vous imaginez bien que l'arrivée de ces 8000 personnes en Haute-Loire surprend les gens. Nos braves ménagères, nos brunes charpentées aux yeux sombres qui voient arriver les grandes blondes aux yeux bleus se font un peu de soucis pour leurs hommes. On les épie, on les surveille. On va même, comme va le faire le maire de Montfaucon, demander à ce qu'on les expulse, parce qu'ils font du tapage nocturne pour certains. En corollaire, il y a la différence de culture. Pourquoi ? Parce que la plupart des réfugiés ont une origine urbaine. Ils viennent des corons. Les corons, c'est quand même une mentalité urbaine, une vie urbaine. Ils parlent le ch'ti. Ils n'ont pas les mêmes habitudes, qu'elles soient alimentaires. Par exemple, eux, ils vous parlent de chicon. Parler de chicon au fond de Berbezy, personne ne sait ce que c'est. On leur parle artisou. Vous imaginez bien qu'on ne va pas tremper du fromage aux artisous dans le bol de chicorée. Donc ils arrivent dans des contrées dont ils ignorent tout. Ils sont démunis. Ils ne sont pas habitués à notre climat, tiens, tout bonnement, parce que le temps de l'époque n'est pas notre température actuelle. La neige, dans le nord, on ne connaît pas bien. Même l'agriculture est différente. Dans le nord, ce sont de grandes exploitations. Ici, ce sont des petites fermes. Et alors, surtout, me semble-t-il, la jalousie. Pourquoi ? Parce que ces gens arrivent. Et pour la population locale dans les campagnes, ces gens, ils ont tout, on leur donne tout. On ne veut pas voir qu'ils sont démunis et qu'ils ont tout perdu. On voit que sur le trajet, on leur a donné des vêtements. On voit que quand ils arrivent, ils sont accueillis par le monsieur le maire, qui regarde qu'ils aient bien du charbon pour mettre dans le fourneau, qui leur fournit des meubles. Bon, alors, et puis alors surtout, c'est que nos réfugiés perçoivent une allocation. Certes, pour un adulte, elle est un adulte homme. Les femmes, c'est moins, je vous rassure. Pour un adulte homme, l'indemnité est de 1,25 franc par jour. Et ils ne sont pas obligés de travailler. Alors que dans nos campagnes, tout le monde est obligé de travailler. Les femmes doivent remplacer les hommes. Vous vous rendez compte ? Dans nos campagnes, on arrive et on n'a pas besoin de travailler. C'est insupportable. Et on ne veut pas voir en fait qu'ils sont complètement démunis. Je pourrais vous parler des besoins qui sont recensés. Ils demandent tout bonnement, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent des vestes, des paletots et des caleçons en flanelle. Ils n'ont même pas ça. Mais ça, on ne veut pas le voir. Je pense qu'en ville, l'adaptation est beaucoup plus simple parce que déjà, la culture urbaine est la même de part et d'autre. Mais aussi, l'anonymat est plus important. Et le travail en usine facilite les échanges. Mais je pense que ça n'est pas spécifique à la Haute-Loire. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que même les enfants sont victimes de ça. Erwan va vous en parler.
Extrait du bulletin des réfugiés du Pas-de-Calais du 30 décembre 1917. Nombreuses sont les plaintes que nous avons reçues au sujet de l'accueil fait dans les écoles aux enfants de rapatriés. Dans certaines communes que nous pourrions citer, les enfants du pays malmènent les petits réfugiés, et ce, sous l'œil du maître ou de la maîtresse. Cette situation devenue intolérable a été signalée à M. Laprès, directeur de l'enseignement primaire, qui vient de lancer à tout le personnel enseignant la circulaire suivante. Chaque jour, reviennent au milieu de nous, par la Suisse, de nombreux habitants des régions occupées par l'ennemi. Parmi eux se trouvent beaucoup d'enfants. Je désire que les enfants de la France libre accueillent de leur mieux leurs petits camarades de la France envahie. Lorsqu'un convoi amènera des rapatriés dans une localité de votre département, vous voudrez bien prendre des mesures pour que nos écoliers soient associés à leur réception et cherchent, par leurs attentions affectueuses, à leur faire oublier les souffrances qu'ils ont endurées depuis 3 ans. Bravo, monsieur le directeur, et merci au nom de ceux que votre circulaire vise. Florence, Seconde Guerre mondiale, un climat différent. Alors un climat totalement différent parce qu'effectivement ces réfugiés qui arrivent dans Haute-Loire sont très bien accueillis parce qu'ils fuient la barbarie nazie, parce qu'on compatit et ils vont se fondre en fait dans le tissu social avec une grande facilité, que ce soit à Saint-Julien-Chapteuil, mais je l'ai vérifié aussi sur la Chaise-Dieu ou dans d'autres villages. Sur Saint-Julien-Chapteuil, par exemple, des bals clandestins étaient organisés. Il y a des jeunes femmes du Nord qui se sont mariées et qui sont restées à Saint-Julien-Chapteuil. Au niveau du foot, il y avait un club de foot à Saint-Julien-Chapteuil qui a un prix, en fait, dans ses équipes de nombreux immigrés. En 1942-1943, il y avait presque 2000 réfugiés à Saint-Julien-Chapteuil. Et parmi eux, des footballeurs, dont certains étaient des gars du Nord qui étaient footballeurs professionnels, mais pas tous. Hein. Et pour la petite histoire, Saint-Julien-Chapteuil a remporté la Coupe de la Haute-Loire en 1942 et en 1943 sur le Puy-en-Velay, notamment grâce à ces réfugiés de guerre. Ces réfugiés de guerre, ils ont été très utiles dans le commerce et surtout dans les fermes, parce qu'ils ont vraiment donné un coup de main, en fait, dans les fermes. Et il y a eu globalement vraiment beaucoup de fusion et de solidarité vis-à-vis d'eux. Beaucoup de ces réfugiés, lorsqu'ils sont repartis après la guerre, certaines donc, ou certains sont restés parce qu'il y a eu des mariages, beaucoup donc qui sont repartis reviennent, ou leurs petits-enfants reviennent encore régulièrement à Saint-Julien-Chapteuil. Voilà. Donc, c'est absolument pas le même climat. Là, on est dans un climat d'entraide et non pas dans un climat effectivement de rejet. Est-ce qu'on a des chiffres concrets qui nous permettraient de saisir l'importance de ces migrations-là pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale en Haute-Loire? Est-ce qu'on a des chiffres sur les réfugiés? Alors, pour la Première Guerre mondiale, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de recensement de population entre 1911 et 1921. Donc, on ne peut pas étudier ça commune par commune. On dispose de certaines sources, mais qui toutes sont partielles. Par exemple, on a des listes établies par les journaux. Donc, au départ, ces listes sont faites par le ministère de l'Intérieur, qui les communique aux journaux et qui permettent aux familles de savoir ce que sont devenus leurs proches. Il y a ça, il y a également les attributions qui sont faites de logements. Il y a malheureusement aussi, ma foi, les décès, parce qu'il y en a. Les naissances, il y en a aussi quelques-unes. Et après, on a aussi quelques informations concernant le retour au pays de ces réfugiés. Mais ça, je vous en reparlerai. Pour dire en matière de chiffres, donc en 1918, une statistique, un dossier donc, du préfet de la Haute-Loire au ministre de l'Intérieur nous cite le chiffre de 7 936 réfugiés venant au départ de 17 départements différents. Le
Le principal, c'est le Pas-de-Calais. Il y a aussi l'Aisne, le Nord, la Somme. Ensuite, je peux vous citer la Marne, les Ardennes, la Meuse, l'Aube, la Meurthe-et-Moselle. Il y a également des Belges, bien sûr, puisque des Belges étaient réfugiés dans le nord de la France, donc ils ont été obligés de suivre. En chiffres, que puis-je vous dire encore? Je crois que tu disais 8000 personnes tout à l'heure, non? Oui, enfin 7936. 7936. Alors 7936, soyons clairs. 7936, c'est les évacués gérés par le ministère de l'Intérieur. Mais ils ne sont pas les seuls. Pourquoi? Parce qu'il y a eu en Haute-Loire 3 camps que l'on appelait alors des camps de concentration de suspects, alors qui n'ont bien évidemment rien à voir avec les camps de concentration tels que définis par la Seconde Guerre mondiale. C'était des camps de regroupement de gens que l'on considérait comme suspects. Sur 70 en France, il y en avait 3 en Haute-Loire, un à Aurec, un à Monistrol dans l'ancien séminaire et le 3e à la Chartreuse à Brive-Charensac. Qui arrivaient là-dedans? Eh bien, arrivaient là-dedans soit des étrangers, soit des conjoints d'étrangers. Donc, par essence, n'oublions pas, on est en guerre, sentiment patriotique, tout ça. Donc, on les soupçonne par principe d'espionnage, même si c'est parfois douteux, mais c'est comme ça. Il y a également, je dirais, tous les petits voyous, les prostituées, enfin toute cette population, les SDF, toute cette population marginale qui arrive dans ces camps. Alors ces camps, on ne peut pas définir avec précision la quantité de personnes qu'ils contiennent. Pour vous donner un exemple, à Aurec, selon les périodes, il y en avait entre 300 et plus de 1000. Mais ça fluctuait terriblement parce que, ma foi, lorsqu'ils étaient considérés comme n'étant plus suspects, on les relâchait, ils partaient dans la nature. Donc, on ne peut pas donner de chiffres très précis, mais le passage a été important. Que vous dire d'autre en matière de chiffres? Rien que ceux gérés par le ministère de l'Intérieur, ça représentait quand même 3% de la population du département, alors que 14% de la population du département avait été mobilisée. Pour la Seconde Guerre, on a des chiffres un peu similaires, comme dit Marie-Martine. Alors pour la Seconde Guerre, on sait que donc, le Limousin, qui a été une terre d'accueil, a accueilli justement 4 millions de réfugiés. Et pour l'Auvergne, on est à 3 millions, dont, je vous le disais tout à l'heure, 150 000 sur la Haute-Loire. Administrativement, la Haute-Loire, comment est-ce qu'elle fait face à ces réfugiés? Est-ce que ça impacte le fonctionnement de son territoire durant ces 2 guerres mondiales? Peut-être Première Guerre mondiale, déjà pour commencer, Marie-Martine. Oui, alors en fait, dès le début de la guerre, l'évacuation de la population a été organisée d'abord par les Allemands pour les zones occupées et ensuite par le ministère de l'Intérieur. Depuis septembre 1914, les maires des communes françaises doivent fournir la liste des logements vacants ou susceptibles d'accueillir la population. Tous ces renseignements sont centralisés par les préfets et le ministère de l'Intérieur détermine le quota de réfugiés par commune. Toute la communication se fait par télégramme, qui est une notion nouvelle puisqu'il n'est arrivé dans nos communes qu'après 1892. On envoie les évacués partout, dans tout le pays, sans trop se soucier de regrouper les familles, sauf les mères et leurs enfants. Tout est planifié, organisé, l'indemnisation des compagnies de chemin de fer, l'attribution des allocations aux réfugiés, ainsi que l'attribution des logements. C'est le maire qui fait l'interface entre l'administration et les réfugiés, qui l'accueille à la gare, il leur procure les meubles, les vêtements, le charbon et les vivres. Il doit tenir à jour la liste des arrivants. Il doit signaler en préfecture toute demande de leur part. Il verse aussi l'indemnité aux propriétaires qui fournissent les logements. Cela est évidemment extrêmement chronophage. La préfecture a un rôle de centralisation départementale et d'information du ministère. Pour cela, il a fallu nommer des agents chargés de l'exécution de ce processus, et c'est le maire de Brive-Charensac, Jules Bernard, qui a été nommé responsable du contrôle de l'exacte application des instructions nationales.
Outre l'administration, il faut tenir compte aussi du rôle important qu'a joué la Croix-Rouge. Elle est présente sur tout le trajet de l'évacuation, en fournissant vêtements et vivres à ceux qui sont partis sans rien. Et en Haute-Loire, le comité d'Espalie a joué un rôle très important. C'est lui qui fournissait les meubles, les vêtements et le linge. Il a même organisé une grande tombola destinée à récolter des fonds, chaque maire devant vendre des billets. Il était alors de bon ton pour les notables locaux de contribuer. Alors, d'autres réfugiés ont eu un traitement différent, administrativement s'entend. Ce sont ceux qu'on qualifiait de suspects ou d'indésirables. Il s'agissait soit d'étrangers ou de conjoints d'étrangers qu'on pouvait donc soupçonner d'espionnage. Il pouvait aussi s'agir de repris de justice ou de petits délinquants condamnés par exemple pour vol ou prostitution, ou encore de SDF. On les dirigeait dans ce qu'on qualifiait alors de camps de concentration, mais qui n'avaient rien de commun avec les camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. C'était plutôt des camps de regroupement de population. Il y en avait 70 dans toute la France, dont 3 en Haute-Loire. À Aurec, à la Chartreuse de Brive-Charensac, et également un camp destiné aux Alsaciens lorrains à l'ancien séminaire de Monistrol-sur-Loire. Ces camps sont ouverts en novembre 1914. La population y est très fluctuante parce que, après enquête, soit on libère les internés, parce qu'on n'a rien à leur reprocher, et c'est la majorité, soit ils continuent leur incarcération dans le camp. Pour la plupart, ce sont les SDF et les droits communs. Là encore, toute une logistique est mise en place pour les fonctionnements, depuis l'approvisionnement en électricité et en charbon jusqu'aux vivres, mais aussi la création de dortoirs, de réfectoires, de cantines, voire même d'abattoirs. Florence, pour la Seconde Guerre mondiale, des similitudes, des différences ? Alors, pour la Seconde Guerre mondiale, en fait, le nombre de réfugiés qui sont arrivés en Haute-Loire a effectivement posé quelques soucis à l'administration, mais je dirais davantage aux maires des villages d'accueil. C'est-à-dire qu'en fait, les réfugiés arrivaient en Haute-Loire, comme je l'expliquais tout à l'heure, parce que le préfet, Robert Bach, était tout à fait dans l'idée d'accueillir ces réfugiés qui venaient soit de la France du Nord occupée, soit plus tard du Sud, puisque la zone libre a été occupée après 1942. Et en 1942, on a même un commandant en chef allemand qui s'installe au Puy, le commandant Schemling, qui arrive avec quelques soldats. Mais c'est un homme qui n'est absolument pas nazi, qui va d'ailleurs se comporter de façon très respectueuse, en tout cas si on en considère les conventions de guerre. Et que ce soit donc avec la présence de ces Allemands ou grâce au préfet, beaucoup de réfugiés sont arrivés en Haute-Loire. On leur a simplement demandé en préfecture de signer une décharge comme quoi ils n'étaient pas juifs. Et ensuite, le préfet et ses services appelaient tous les maires des communes et ceux qui acceptaient de recevoir des réfugiés, convoquer leur population, convoquer les familles, convoquer les hôteliers, convoquer les aubergistes, convoquer parfois les béates, et on installait les réfugiés ainsi dans les villages. Ça s'est passé comme ça à Saint-Julien-Chapteuil, mais partout ailleurs. C'est-à-dire, je dirais que l'administration n'a pas été complètement bouleversée, ça a été assez fluide, mais ce sont les maires qui ont beaucoup bougé pour accueillir les réfugiés qui arrivaient par car, les cars étant affrétés par la préfecture. Est-ce que la Haute-Loire elle a joué un rôle d'accueil plus important que les autres départements de France durant ces deux guerres mondiales, pour la Seconde Guerre mondiale, Florence ? Nettement. L'Auvergne est la région qui a accueilli en France le plus grand nombre de réfugiés, dont 150 000 environ, simplement en Haute-Loire. Donc on a des équivalents dans le Périgord, mais c'est vraiment net, là, pour la Haute-Loire. 150 000 réfugiés, c'est énorme. Marie-Martine, pour la Première Guerre mondiale, on comprend que pour la Première Guerre, c'est quand même un peu plus administré, donc peut-être qu'il y a un peu plus d'équité entre les départements. En fait, oui, on peut dire ça comme ça. On n'a pas vraiment de chiffres très, très précis, très fiables, puisque pour ceux qui étaient accueillis de façon autoritaire dans les camps,
ça fluctuait beaucoup. Certains n'y restaient que quelques mois. En fait, il y a eu plus de 10 000 réfugiés en Haute-Loire, mais par rapport à d'autres départements, c'était pas forcément le plus important. Il y a eu de nombreux réfugiés de la Première Guerre mondiale accueillis dans les zones où il y avait du travail, comme par exemple la Loire, où il pouvait y avoir du travail dans les usines d'armement. Est-ce que fuir la guerre, ça a permis à ces réfugiés, que ce soit les bouches inutiles, peut-être plus particulièrement la Seconde Guerre d'ailleurs, est-ce que ces réfugiés, ça leur a sauvé la vie de fuir ? Alors, pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment, pour beaucoup, ça leur a sauvé la vie. Et notamment aux réfugiés qui étaient juifs et qui se sont mêlés en fait à la masse des autres réfugiés, sans préciser forcément qu'ils étaient juifs, parfois en changeant de nom. Et beaucoup, effectivement, ont échappé en fait à la Shoah grâce à ça. Donc il y a plusieurs exemples de familles, 8 exactement sur Saint-Julien-Chapteuil, dont la famille Darditi, et puis bien sûr la famille de Serge Klarsfeld, qui est resté à Saint-Julien en toute tranquillité, scolarisés. Les enfants étaient scolarisés dans le privé pour cacher un peu quand même. Voilà. Effectivement, s'ils avaient fait l'erreur de rentrer à Paris lorsqu'il y a eu l'armistice de juin 1940, certains l'ont fait. Ils ont été ensuite raflés à Paris. Et ils sont donc morts à Auschwitz. Donc ceux qui sont restés dans l'Auvergne et en Haute-Loire, eux, bien sûr, ont eu la vie sauve. Et rappelons tous ces gens qui ont sauvé des Juifs, toutes ces personnes-là ont été ensuite, plus tard, avec tout le travail de mémoire nationale dans les années 90, ont été reconnus justes parmi les nations. On parle de juste, c'est ça, de juste parmi les nations. C'est d'ailleurs un diplôme qui a été décerné à ces gens reconnus justes. Oui, ça peut être carrément au niveau d'un village, c'est le cas pour le Chambon-sur-Lignon, et ça peut être aussi à titre personnel. Mais là, il y a eu des demandes qui ont été faites par des Français qui ont accueilli des Juifs, pas par des rescapés juifs, mais par des Français. Mais pour avoir l'appellation, le titre de juste, il faut que la famille d'accueil ne se soit absolument pas faite payer, quoi que ce soit. Et là, on a le titre de juste. Si par contre, on a fait payer pour garder des enfants juifs, quoi que ce soit, non, là, c'est refusé. Je pense tout particulièrement au cas de Solignac-sur-Loire. C'est un cas assez rare dans le sud du département, pour la famille Brenas, Régis et Mélanie Brenas, qui ont été reconnus justes parmi les nations le 8 décembre 1990. Pour la Première Guerre mondiale, Marie-Martine, ces réfugiés, concrètement, est-ce que ça leur sauve la vie ? Est-ce qu'il y a un enjeu majeur pour eux de migration vers le sud ? Est-ce que ça leur sauve la vie d'arriver en Haute-Loire ? Eh bien, forcément, quand on vit sous les bombardements, on n'a pas d'autre solution pour survivre que de les fuir. Et en fait, des villages entiers du nord de la France ont été rasés. Je pense par exemple à la Bassée, qui a été détruite à 100%, et bien d'autres communes encore. Donc ça veut dire que ces gens, ils partent, ils ne reverront jamais leur maison, c'est-à-dire quand ils reviennent dans leur village, dans leur zone de naissance, il n'y a plus rien quand ils reviennent. Voilà, en fait, ils n'ont pas pu revenir tout de suite, parce qu'ils étaient partis, mais avec l'espoir, bien évidemment, que ce ne soit que temporaire et de réintégrer leur domicile. Sauf que le domicile, il n'y en avait plus. Donc, pour certains, il a fallu attendre jusqu'en 1926 que la préfecture de leur lieu d'origine leur donne l'autorisation de revenir pour réintégrer les lieux, le temps que des baraquements soient construits. Certains de ces baraquements, d'ailleurs, ont subsisté jusqu'en 1973. Est-ce que pour les deux guerres, il y a des cas de réfugiés qui ne sont jamais rentrés chez eux, qui sont restés vivre en Haute-Loire, qui se sont mariés en Haute-Loire, qui ont grandi en Haute-Loire ? Concrètement, qu'est-ce qui reste de ces réfugiés aujourd'hui dans nos régions ? Alors, pour la Seconde Guerre mondiale, effectivement, il y a beaucoup de jeunes filles ou de jeunes hommes qui sont restés sur place parce qu'effectivement, ils ont rencontré le grand amour, le premier amour, et ils se sont mariés et ils sont restés au pays. Il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Pour la Première Guerre mondiale, Marie-Martine ? C'est différent. Il y en a beaucoup moins parce que bien, leur vocation donc, était de repartir chez eux. Donc, ils ne se sont pas beaucoup mêlés à la population locale, surtout pour ceux qui étaient accueillis, si l'on peut dire, dans des hameaux. Et en fait, la plupart sont rentrés chez eux et il n'y a plus beaucoup de traces d'eux. Certains se sont mariés, il y a eu quelques cas, mais enfin, ce n'était pas la majorité.
D'autres, puisqu'on avait accueilli pas mal de personnes âgées, sont morts, mais les concessions ont été reprises et on n'a plus de traces d'eux. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces réfugiés ? Enfin, je vous ai déjà posé la question avant, mais concrètement, est-ce qu'il faut s'en souvenir ? Et s'il faut se souvenir de ces réfugiés, pourquoi est-ce qu'il faut le faire ? À mon avis, il faut s'en souvenir, bien entendu, et il faut surtout continuer à faire preuve de solidarité entre Français, comme on l'a fait lors de la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a pas été franchement le même cas lors de la Première Guerre mondiale, mais la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment flagrant. Il y a eu un mouvement de solidarité quasi unanime. Et cette solidarité, aujourd'hui, elle a tendance à ne plus du tout être de mise, que ce soit entre Français, à cause de problèmes de religion ou de couleur de peau, mais aussi vis-à-vis des réfugiés qui viennent de pays extérieurs. Je pense par exemple aux mineurs isolés, je pense évidemment aussi aux Ukrainiens, auxquels on a quand même attribué un asile particulièrement positif et puis financé. Mais je crois qu'on doit faire très attention en tant que Français à conserver nos valeurs de solidarité, de fraternité. On doit continuer à se comporter comme le pays des droits de l'homme. Or, pour le moment, j'ai l'impression que certaines valeurs sont vraiment remises en cause. Voilà, je viens d'apprendre hier que certainement un des 2 CADA de Haute-Loire allait fermer. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est très grave parce que là, on touche à nos valeurs fondamentales et effectivement, on oublie complètement le mot solidarité. Parce que la solidarité, c'est pas seulement entre Français, c'est entre humains qu'elle est valable. Marie-Martine. Tu as tout dit, je n'ai rien à rajouter. Cette solidarité, cet accueil au-delà des frontières, il s'est aussi senti durant les actes de résistance, l'organisation de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, Florence ? Oui. Beaucoup en fait de réfugiés qui étaient installés dans la zone libre, lorsque la zone libre a été occupée donc par l'armée allemande, la Gestapo, les SS, beaucoup de ces réfugiés ont rejoint les maquis et ont été très nombreux quand même à se faire résistants parce qu'ils ont bien eu conscience là du danger qu'ils encouraient, donc il valait mieux qu'ils se fassent effectivement oublier, mais surtout ils se sont battus par conviction. Voilà, parce qu'effectivement, alors la France n'a pas été un grand modèle de résistance à l'échelle mondiale par rapport à l'effort russe ou yougoslave, on a été franchement pas bon. Les chiffres sont pas bons, on n'a pas énormément résisté. Les Français n'ont pas pris beaucoup de risques parce qu'ils étaient toujours hantés par ce spectre des pertes de 14-18. Ils ont été aussi endormis par le maréchal Pétain. On n'a pas quand même été très nombreux à résister. Je ne suis pas en train de dire que moi, j'aurais été forcément une résistante. Je ne pense pas. Je ne sais pas ce que j'aurais été. Mais en tout cas, parmi les réfugiés, beaucoup ont fait le choix de la résistance, même si elle n'a pas été immense en Haute-Loire. Merci pour cette très belle table ronde, Florence et Marie-Martine. On terminera le sujet sur cette phrase de Winston Churchill, « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». Merci à tous, chers spectateurs, pour avoir assisté à la table ronde. On vous rappelle la conférence de Martin de Framont ce soir à 20h. Merci à tous. Rendez-vous les 16 et 17 novembre 2024 prochains au Théâtre d'Issingeaux pour le congrès Altistoria.
un congrès 100% dédié à votre histoire locale. Au travers de plusieurs thématiques, tables rondes, conférences, stands littéraires, venez découvrir les différents pans de votre histoire locale. Conflit entre paysans et forestiers au XIXe siècle, la formation fascinante des Suquis-Saint-Gelais, l'histoire de milliers de réfugiés qui ont gagné les terres altiligériennes durant les Premières et Secondes Guerres mondiales, les doléances des altiligériens durant la Révolution française, mais aussi l'histoire terrifiante de la baie du Gévaudan au XVIIIe siècle. Pour découvrir ou redécouvrir les émissions Altistoria, suivez-les sur nos ondes les mercredis à 19h, les samedis à 10h, mais également en rediffusion et en podcast sur Spotify, Deezer ou encore Amazon. Laissez-vous compter la Haute-Loire.